Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et coach. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui s'adresse aux femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur relation avec la nourriture, sortir des injonctions de la culture des régimes et ne plus se sentir seule avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La pleine conscience du pouvoir, un épisode un peu spécial aujourd'hui, mais en fait j'aime bien les épisodes un peu spéciaux puisque je reçois Rita Ezroura qui est éducatrice de jeunes enfants, sophrologue et auteure du podcast Parentalité dans lequel j'ai eu la joie d'être reçue il y a quelques semaines pour 2 épisodes, donc si vous ne les avez pas encore entendus, foncez les écouter. Et du coup j'ai voulu à mon tour te recevoir Rita parce que nous avons cet intérêt commun dans l'accompagnement à la parentalité. Dans ma pratique de psychothérapeute, j'ai un peu moins maintenant, mais j'ai longtemps accompagné des parents et leurs enfants. Et puis, c'était l'occasion toute trouvée d'aborder ici le sujet de l'alimentation de l'enfant, puisque je ne l'ai pas encore fait sur le podcast, et en particulier celui de la DME, la diversification menée par l'enfant. Mais je parle, et je ne t'ai même pas dit bonjour Rita. Bonjour Anne, bonjour tout le monde. Et vraiment, bienvenue à ton tour sur le podcast La pleine conscience du pouvoir. Est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu plus, Rita, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ? Oui, avec plaisir. Alors, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Anne. Encore une fois, merci de m'inviter sur ton podcast La pleine conscience du pouvoir. Je suis ravie de participer à cette aventure. Alors, pour me présenter un petit peu, moi je m'appelle Rita. Je suis éducatrice de jeunes enfants de formation de base, donc depuis un petit moment maintenant, 2013. Et oui, le temps passe vite. Hein. Exactement. Donc depuis 2013, donc en fait en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, je suis ce qu'on appelle dans la grande famille des travailleurs sociaux. Et du coup, l'éducateur de jeunes enfants ou l'éducatrice pour ma part est vraiment le travailleur social qui est spécialisé dans l'accompagnement du développement du jeune enfant, mais aussi de la systémie familiale. Donc tout ce qui va toucher la parentalité, le lien parent-enfant et le développement de celui-ci. Et puis du coup, il y a un peu plus d'1 an maintenant, j'ai choisi de me former à la sophrologie, une approche thérapeutique psychocorporelle qui me permet aujourd'hui, entre autres, d'accompagner les enfants et les familles de façon beaucoup plus globale, avec notamment un versant thérapeutique, chose que mon travail d'éducatrice de jeunes enfants ne me permettait pas jusque-là. Donc ça me permet d'avoir une approche plus holistique, ce qui pour moi est en tout cas beaucoup plus qualitatif. Donc aujourd'hui, j'exerce à Lyon. Je travaille dans un cabinet pluridisciplinaire avec des sages-femmes, une ostéopathe, une psychologue et une diététicienne, pour vraiment accompagner encore une fois les patients de façon globale. Mon travail d'éducatrice de jeunes enfants vraiment me permet d'être spécialisée dans l'accompagnement de la famille, du jeune enfant et de la systémie familiale. C'est vraiment, on va dire, mon cœur de métier de base. Mais en tant que sophrologue, j'accompagne finalement tout le monde. Enfants, adolescents, adultes, parents ou non, futurs parents ou non, qui vraiment souhaitent soit faire face à une problématique en particulier, soit vraiment améliorer leur quotidien face à des problématiques qui peuvent être plus globales, plus transversales dans le quotidien. Le but étant de vraiment retrouver un état de bien-être en allant chercher vraiment les ressources de chacun, les potentialités de chacun et de chacune pour les mettre en lumière et puis travailler dessus au quotidien pour les faire ressortir et éventuellement soit sortir d'une problématique, soit avoir un lien
lien plus serein avec celle-ci. Oui, et du coup, dans ce dont nous parlons ici sur le podcast, qui est le sujet de la relation avec l'alimentation, la dimension corporelle est aussi, c'est pas rien, c'est un sacré sujet, et c'est vrai que l'approche de la sophrologie est aussi alors j'aime pas trop dire outil, je sais pas ce que tu en penses, c'est une approche. Oui, alors parce que quand on parle d'outils, on a tendance à penser à caisse à outils, pratico-pratique, pratico-pratique pour avoir un résultat, oui. Tout à fait, mais en tout cas, voilà, l'approche de la sophrologie est un versant intéressant aussi, je trouve, quand on travaille sur la relation avec l'alimentation et la relation au corps, qui bien sûr fait partie de ce processus-là. Donc oui, mais en fait, j'avais pas capté que tu accompagnais aussi des adultes, du coup, des ados, des personnes de tous âges finalement, sur différentes problématiques. Et du coup, pour en revenir alors à la question le vaste sujet de l'alimentation de l'enfant, nous en avons parlé aussi dans un des épisodes, donc j'en parlais juste avant, que j'ai enregistré chez toi dans Parentalité Clé. Et en fait, nous avions évoqué ce sujet de l'intuition de l'enfant, en fait, de cette possibilité qu'il a à la naissance, en fait, de savoir ce qui est bon pour lui en matière d'alimentation. Et du coup, quand la diversification arrive, vaste sujet pour les parents, tu vas nous dire, mais il y a souvent beaucoup de questionnements autour de la diversification. Tout ce défi, finalement, que nous pouvons rencontrer en tant que parents, c'est de maintenir le plus possible cette intuitivité de l'enfant dans la façon qu'il va avoir de se nourrir. Alors, comme c'est nous, parents, en fait, éducateurs, qui sommes là pour proposer à l'enfant des choses et le guider, finalement, ce sujet de la diversification menée par l'enfant. Alors, peut-être, est-ce que tu as envie aussi qu'on parle un peu du nourrisson, de comment ça se passe dès les débuts de la vie? Comment ça commence, finalement, cette relation avec l'alimentation chez le nouveau-né? Déjà, ce qui est important de savoir, et c'est vrai qu'on en parlait un petit peu en off, mais aussi dans l'épisode qu'on a enregistré ensemble pour Parentalité Clé, c'est que le nourrisson est doté d'une intuitivité alimentaire. En fait, le nourrisson est intuitif. Tout court, sur tous les plans. Tous les domaines, en fait, bien sûr. Voilà, et le sujet de l'alimentation n'y échappe pas. Alors après, qu'on choisisse un allaitement naturel ou le fait de nourrir son enfant au biberon, j'ai envie de dire que ça ne rentre presque pas en compte. C'est-à-dire que le nourrisson va savoir exactement ce dont il a besoin, et ce, dès tout petit. Que ce soit un lait qu'on appelle artificiel, industriel, ou que ce soit le lait de la maman ou de la personne nourricière en général. Et ça, je trouve que finalement, dès l'avant-naissance même, en fait, les parents sont parfois formatés dans ce truc de se dire « il faut », alors on revient avec nos « il faut », il faut faire attention à ce que va consommer l'enfant. Et du coup, en fait, on instaure, je trouve, et c'est sociétal en fait, que ce soit le corps médical, que ce soit l'entourage familial ou l'histoire des parents, fait qu'on a cette croyance qu'il faut contrôler dès la naissance ce que va manger l'enfant. Parce qu'il faut qu'il mange bien, parce que c'est un petit être fragile, et effectivement, il y a certaines fragilités, mais en tout cas, on a tellement envie de bien faire, on a tellement envie que l'enfant mange bien, et là je mets des guillemets, c'est vraiment ça, que du coup, on va d'ores et déjà être dans des règles, alors qu'en fait, l'enfant sait exactement ce qui est bon pour lui. Je parle pas du tout de cas pathologiques, de cas où la vie de l'enfant est en danger, je parle pas de cas où il y a des difficultés alimentaires, où il y a certaines malformations, ou même le cas d'enfants qui sont prématurés, mais en tout cas, même dans le cas où une grossesse, un accouchement et le développement d'un nouveau-né se passent bien, moi je me suis rendu compte, et j'imagine que c'est un peu la même chose pour toi aussi Anne dans ta pratique, qu'il y avait déjà cette forme d'hypervigilance autour de l'alimentation qui en fait avec le temps se transforme en injonction, même auprès du tout petit. Oui, complètement. Oui, avec par exemple, et je pense que tu vas me dire, parce que moi ça date un petit peu maintenant, mes enfants sont adultes, et comme je vois moins de parents, en tout cas de nourrissons qu'avant, tu sais, ces fameuses règles qu'on met sur les horaires des tétés ou des biberons, il ne doit pas manger plus de X fois par jour, il faut les espacer, il faudrait que... C'est toujours ça ? Oui.
C'est toujours ça. Et puis en plus, maintenant, il y a cette espèce d'angoisse. Alors maintenant ou avant, enfin j'en sais rien, mais en tout cas, je remarque en plus de tout ça, cette angoisse que l'enfant ne mange pas assez. Donc je pense que ça a toujours été présent dans l'inconscient collectif. Et en fait, il y a vraiment encore des parents qui, par exemple, réveillent leur enfant qui est en train de dormir pour lui donner à manger. Ou même, on observe parfois des mères particulièrement qui vont peser l'enfant avant la tétée, peser l'enfant après la tétée, pour avoir ce contrôle qui se veut rassurant, qui se veut bienveillant, mais en fait ce contrôle qui devient en fait anxiogène pour les mamans particulièrement. Et encore une fois, je parle vraiment du cas où l'enfant va bien et se développe bien. Oui, ou qu'il n'y a pas finalement une prescription de exactement. Moi, je me souviens, alors, pour la petite histoire, avant de devenir psychothérapeute, j'ai été bénévole dans une association de soutien à l'allaitement, à la parentalité. Et quand les mamans étaient angoissées par le fait que l'enfant ne mange pas assez, vraiment, c'était la surveillance des couches, en fait, qui venait dire... et moi, j'avais et mon mari se moquait de moi avec ça, mais je disais tout le temps... Si ça sort, c'est que ça rentre. C'est vrai. Voilà, ça veut dire que si la couche est mouillée et s'il y a des selles, ça veut dire que l'enfant mange suffisamment, en fait. Donc voilà, mais c'est ça. Et une anxiété, c'est ça, de mon enfant n'a pas suffisamment mangé ou il ne prend pas suffisamment de poids. Hors pathologie, on reste vraiment dans un développement harmonieux de l'enfant. Et bien sûr qu'il est important de surveiller son développement. Mais voilà, où ça peut être, est-ce que tu vois ça aussi d'un enfant qui va être qualifié comme mangeant trop, en fait, ou grossissant trop vite, ou un truc comme ça, aussi dans ce sens-là. Et puis, tu sais, ça, on l'observe beaucoup avec les enfants qui sont allaités. Alors, c'est très souvent qu'on voit les petits-enfants qui sont allaités, qui ont des bonnes petites joues à certains moments, et ça veut pas dire que c'est pas le cas quand l'enfant n'est pas allaité, mais vraiment, on observe parfois dans le développement des grandes poussées de croissance, et puis après une stagnation, puis des vraiment grandes poussées de croissance, et du coup, dans ces grandes poussées de croissance, on observe parfois vraiment des enfants qu'on pourrait qualifier de tout ronds, en fait, mais qui vont très bien. Et du coup, souvent, il y a des parents qui disent « Mais non, mais ton enfant, il est gros, quoi. » Et là commence la merde, en fait. C'est vraiment ça. Ça y est. C'est ça. Là, finalement, commence... Alors déjà que les parents ont tendance à être angoissés sur cette question de l'alimentation, parce qu'il y a quelque chose de très anthropologique, en fait, au niveau de l'alimentation et du fait de se nourrir. Et donc, un enfant qui serait mal nourri, soit trop, soit pas assez, c'est un enfant qui, dans l'inconscient collectif, est en danger et en mauvaise santé. Et en fait... commence à ce moment-là, quand on commence à se dire mon enfant est trop gros ou est trop maigre, parce qu'il y a aussi des personnes qui vont dire mais ton enfant il est pas assez gros, enfin il mange pas possible, il est tout, on dirait une crevette, c'est vraiment des termes qu'on entend régulièrement, et ça va venir finalement, entre autres, s'ajouter à cette boucle de l'anxiété, je trouve, avec les parents. Et je trouve ça très intéressant ce que tu soulignes là, parce que j'avais pas pensé à cette dimension-là anthropologique, c'est-à-dire de quelque chose qui est ancré vraiment en nous, de génération en génération. Bien sûr, et qui est inhérent à notre espèce. Exactement, parce que il n'y a pas si longtemps finalement que... et puis on reste dans cette société occidentale où nous vivons, où nous avons potentiellement suffisamment à manger, mais où aussi les enfants pouvaient mourir de malnutrition, en fait. Bien sûr, bien sûr. Et alors, une fois que la diversification arrive, on se voit là avec Rita en même temps qu'on se parle, mais je suis avec des grands gestes, en fait, parce que c'est comment on dit l'expression, le truc de tous les risques, vraiment, tu vois, c'est ça. C'est l'enjeu. L'enjeu. Du coup, alors, qu'est-ce que c'est que ce truc de la diversification menée par l'enfant ? Moi, j'ai déjà entendu, tu vois, ça m'a fait, c'est quoi cette nouvelle mode, machin. Ce truc de bobo. Donc, explique-nous, qu'est-ce que c'est ? Alors, la diversification alimentaire menée par l'enfant, qu'on appelle souvent la DME, avec les initiales, c'est en fait tout simplement le fait de proposer à l'enfant une alimentation déjà qui va ressembler à la nôtre, ne pas forcément préparer des petits pots ou préparer du mixé, etc. pour l'enfant, et puis aussi et surtout de suivre l'enfant et de favoriser l'intuitivité alimentaire de l'enfant.
Comment concrètement ça se met en place, la diversification alimentaire menée par l'enfant? C'est que déjà, à partir des 6 mois de l'enfant, et avec certaines règles de sécurité, on va vraiment attendre que l'enfant puisse se tenir assis et bien droit. Dans une chaise haute par exemple, ou sur les genoux du parent, ou même dans une poussette, mais en tout cas qu'il puisse être bien droit et installé à 90 degrés. Donc il faut une certaine tonicité, et là on parle vraiment de développement moteur pour l'enfant, pour que justement la DME puisse se réaliser en toute sécurité. On va du coup, dès les 6 mois de l'enfant, et dès qu'il commence à manifester un intérêt pour la nourriture, alors là c'est votre observation en fait qui va faire que vous allez savoir, dès que vous allez voir que votre enfant commence à mettre les mains dans votre assiette, ou qu'il essaye de choper le petit gâteau dans vos mains, ou qu'il essaye de choper même la part de pizza qui est dans vos mains. Là, vous allez commencer à voir que votre enfant émet un intérêt pour la nourriture, un intérêt de découverte, de développement, voire d'autonomie. Et du coup, à partir de ce moment-là, eh bien, en fait, on va tout simplement proposer des morceaux aux enfants. Qu'il n'ait des dents ou pas, d'ailleurs. On va commencer à proposer des morceaux. Alors, pas n'importe quel morceau, évidemment. On va pas proposer des bâtonnets de carottes crues à un enfant de 6 mois. Ça paraît logique, mais c'est un fait. Parce que souvent, quand on me parle de la DME, on me dit, mais proposer des morceaux à un enfant de 6 mois, mais il va s'étouffer. Et oui, ça fait peur. Effectivement, oui. Et on pourra en parler après, effectivement, de toute cette dimension de peur de l'étouffement et puis d'accompagnement du parent dans la DME, qui est quand même inhérente à cette diversification alimentaire. Et donc, on va commencer à proposer des morceaux, mais qui vont être adaptés à l'enfant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à partir des 6 mois de l'enfant, l'enfant va pouvoir écraser les aliments avec sa mâchoire. Il n'aura pas besoin de dents pour malaxer, pour commencer la digestion qui se fait en fait au niveau de la bouche, c'est-à-dire d'écraser les aliments. Et donc, on va proposer des aliments qui vont avoir une texture bien spécifique, donc déjà une texture qu'on va appeler fondante. C'est-à-dire que pour s'en rendre compte, il faut que l'aliment puisse s'écraser très facilement entre le pouce et l'index. Par exemple, quand vous prenez une banane qui est mûre, vous n'avez pas besoin de forcer sur vos 2 doigts pour l'écraser entre votre pouce et l'index. Et bien là, c'est adapté à l'enfant, puisqu'il va pouvoir l'écraser sans forcer avec ses mâchoires. Et là encore, de façon très intuitive. À 6 mois, à peu près, l'enfant a cette intuitivité de fermer les mâchoires pour vraiment venir écraser l'aliment. Par exemple, ça peut être aussi, vous savez, de la pomme de terre, quand vous la cuisez à l'eau, elle s'effrite très facilement, elle finit en purée sans vraiment de pression. Pareil pour l'avocat, quand il est bien mûr, c'est la même chose. Oui, ou pour en revenir aux carottes de tout à l'heure, quand elles sont cuites. Quand elles sont rôties, par exemple, avec un petit filet d'huile au four, on va pouvoir proposer ça. Donc en termes de texture, on va vraiment parler de texture fondante. Et puis il y a aussi l'aspect, la forme de l'aliment. On va découper les aliments un peu sous forme de bâtonnet pour que l'enfant puisse, avec sa petite main, attraper le bâtonnet. Donc pour vous donner un petit repère, vous savez, les bâtons de colle, la UU, pour ne pas citer de marque, qu'on a tous utilisés à l'école, et bien en fait, c'est à peu près cette longueur-là et ce diamètre-là. Ah oui, ça fait quand même un petit peu gros, quoi. Qu'il puisse le saisir, en fait, c'est ça ? Qu'il puisse le saisir en termes de longueur, et puis vraiment en termes de diamètre. En fait, on va pas être sur un diamètre qui va être inférieur à environ 2 cm. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le diamètre de la trachée de l'enfant. Et donc, on va proposer par sécurité quelque chose de plus gros, pour ne pas que ça vienne vraiment se glisser au niveau de la trachée si fausse route il y avait. Et donc, ça fait partie vraiment un peu des règles de sécurité. Il n'y en a pas 50, mais c'est important de les respecter. Et pareil, on ne va pas du tout proposer... là, je vous fais pas de dessin, mais pas de M&M's, pas de petites choses. De cacahuètes. C'est ça, qui peuvent vraiment se glisser dans la trachée. Donc, on va vraiment utiliser un diamètre qui est un peu plus gros. Et puis, des bâtonnets assez longs. Si vous avez envie, par exemple, de proposer des boulettes, on peut proposer, par exemple, des acras de morue, des choses comme ça à l'enfant. Eh bien, on va se fier à la taille du poing de l'enfant.
On va faire des boulettes grosses à peu près comme la taille de son poing pour qu'il puisse les saisir et puis souvent les écraser, etc. Oui, patouiller, avec oui. tout. On va en parler aussi, des peurs des parents qui peuvent être aussi autour d'il va salir, enfin, il va tout. Oui. Toutes ces... Effectivement, pour rebondir sur cette notion de patouiller, déjà souvent les parents ont peur de cette notion de l'étouffement, mais il y a un truc qui est important de savoir, c'est que avant de mettre l'aliment à sa bouche, l'enfant va systématiquement le découvrir avec ses mains, avec ses yeux, avec son nez. Donc en fait, il va déjà le prendre dans ses mains. Donc il y a de grandes chances pour que lorsqu'il le mette dans sa bouche, ce ne soit plus vraiment la forme initiale. Oui, et que ce soit déjà vraiment tout écrasé presque. Et tu vois, quand je t'entends décrire ça, je me dis, mais le petit enfant, il est vraiment en train de manger en pleine conscience. Complètement. Avec tous ses sens, du toucher, y compris le toucher avec les mains, parce qu'il y a le toucher dans la bouche, mais il y a le toucher dans les mains, l'odeur, la texture, le bruit peut-être même. Enfin, il va découvrir ça vraiment avec cette curiosité dont on parle dans l'approche de pleine conscience. Avec, comme si c'était... Et c'est souvent la première fois, du coup. Et tout ce que nous avons perdu, nous aussi, de cette curiosité, de cette découverte, de cet émerveillement. Et je repense, tu vois, particulièrement à mon fils, là, avec qui j'ai plus mené une diversification un peu plus menée par lui. Et je me souviens que le premier aliment qu'il a goûté, c'était de la poire. Et qu'il y avait cette excitation, tu sais aussi. Tu sais comme ils sont, les bébés, là. Enfin, je le fais, là, vous ne me voyez quand pas. Quand ils sont tout tendus, tu sais, tout crispés, là, cette excitation de découvrir un truc nouveau, quoi, que nous avons totalement ou presque perdu, nous. Mais voilà, ça me reconnectait à ça aussi. Et ce que je trouve très important aussi dans ce que tu dis, c'est d'attendre que l'enfant soit demandeur, ce qui va correspondre aussi à un développement moteur, en fait. Oui. C'est comme quand on parle de l'acquisition de la propreté. Quand au niveau moteur, au niveau physiologique, l'enfant n'est pas prêt, ça sert à rien d'essayer de forcer le truc, quoi. Et pour la diversification, ça peut être vraiment intéressant de suivre aussi ça, en fait, attendre que l'enfant soit demandeur. Et parfois, ça peut être un petit peu avant 6 mois, parfois ça peut être après, et que c'est pas grave, en fait, parce que nous ne grandissons pas tous de la même façon, en fait. Mais où en étions-nous ? Parce que je digresse, mais nous en étions à cette peur aussi dont tu parlais, de l'étouffement, etc. Oui, effectivement, du coup, cette peur de l'étouffement, de toute façon, elle est inhérente à la diversification alimentaire, mais j'ai envie de dire, quelle que soit la diversification qu'on décide de mener. Oui. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'en Occident, on choisit la diversification qu'on appelle classique, c'est la diversification avec les textures évolutives. Oui. Donc au début on va passer à du très lisse. Après à du écrasé, haché avec des petits morceaux, mais des petits morceaux de viande qui vont être mixés. Et puis après on va passer à du morceau fondant. Et là, on est plutôt aux alentours de 10 mois à peu près quand on regarde la théorie. Et puis, à partir de 10 mois, on va commencer, dès que l'enfant a plusieurs dents, on va commencer à lui proposer des morceaux qui vont être croquants un peu plus, etc., des choses à mâcher. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que non seulement la diversification alimentaire va répondre à ce besoin de découverte, d'éveil, de curiosité et d'autonomie de l'enfant, mais aussi va permettre de stimuler en fait toute la zone oromotrice de l'enfant, c'est-à-dire que toute la zone de la bouche, toute la zone des mâchoires, toute la zone de la déglutition, parce que l'enfant du coup va encore une fois être dans cette libre expérimentation et dans cette juste expérimentation pour lui. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons le stimuler, mais c'est lui qui va choisir ce qui est bon pour lui. Et encore une fois, pour moi, là, on revient dans cette notion d'intuition, en fait, et de pleine conscience. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, même si c'est pas toujours facile, notamment dans la vie d'adulte, parce qu'il y a plein de choses qui nous déconnectent de ça, quand on arrive à se reconnecter à notre intuition, que ce soit sur le plan de l'alimentation ou autre, cette petite voix, elle existe, cette intuition, cette intuitivité naturelle, elle existe. Et donc, quand on arrive à un peu à aller la chercher en tant qu'adulte, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'on a été déconnecté dans notre développement, dans notre société, etc. Quand on arrive à se reconnecter à cette intuition, on est dans quelque chose de beaucoup plus juste pour nous. Et même en termes de développement humain, en fait. Et oui, de suivre, j'en reviens à ce développement de l'enfant,
au lieu, nous, d'anticiper les étapes Et puis, tu sais, il y a aussi ce biais que nous pouvons avoir en tant que parents de vouloir que l'enfant grandisse plus vite qu'il ne grandit. Tu sais, de vite, quoi. Un petit peu comme ça. Vite, il faut qu'il mange des morceaux, par exemple. Vite, il faudrait qu'il marche. Vite, il faudrait qu'il se sépare de moi. Vite, il faut qu'il aille à l'école. Enfin, j'en sais rien, bref. Et puis, à contrario, c'est « Oh, mais il a grandi trop vite !» Mais oui, voilà. Cette ambivalence. Ouais, cette ambivalence. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Mais c'est ça, du coup, de pouvoir suivre son propre rythme à lui, en fait. Et du coup, je reviens un petit peu en arrière, quand tu parlais des aliments proposés à l'enfant, tu parlais par exemple d'acra de morue, là je vois déjà des yeux ronds qui se mettent, voilà, parce que ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas forcément un ordre spécifique dans quel groupe d'aliments, qu'est-ce que j'introduis ou pas, l'huile, la viande, comment ça se passe à ce niveau-là, comment suivre l'enfant à ce niveau-là? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau du PNNS aujourd'hui, donc depuis 2019 ou 2020, donc c'est quand même assez récent, il n'y a plus de recommandations d'introduction des allergènes tardivement. Okay. Jusque-là, on était dans ce truc de dire les aliments allergènes, il faut les introduire le plus tardivement possible pour éviter de développer des allergies. Et bien aujourd'hui, les études en nutrition du monde entier ont montré que c'était l'inverse. Que plus on allait exposer l'enfant tôt à tout type d'aliments, plus son immunité à ce niveau-là risquait de se faire et du coup, moins le risque allergique était grand. Donc en fait, la diversification alimentaire, que ce soit une diversification menée par l'enfant ou pas, aujourd'hui, on peut proposer de la viande à l'enfant à partir des 6 mois. Par contre, il va y avoir vraiment un contrôle en termes de besoins nutritifs, notamment sur l'apport en protéines, mais en fait, comme cette notion que tu abordais dans l'approche d'alimentation intuitive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alimentation meilleure ou pas, mais il y a des quantités à adapter en fonction des besoins de notre corps. Et bien c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, on se retrouve là. Donc on peut proposer par exemple à l'enfant un quartier d'ananas bien mûr à un enfant à partir de 6-7 mois, et puis proposer par exemple alors une tartine avec, vous savez... je sais pas si vous connaissez, c'est un peu comme des cracottes, c'est le pain des fleurs, ça ressemble à des cracottes, donc en fait une fois qu'on le met dans la bouche ça fond un petit peu, voilà, et donc on peut proposer des tartines comme ça avec même du beurre de cacahuète, avec de la purée d'avocat, des choses qui étaient considérées comme très allergènes au début du développement de l'enfant. Ça reste des allergènes, attention, mais on peut toujours les proposer à l'enfant. Il n'y a pas plus de risque allergique si on le propose au début de la diversification alimentaire. Et au niveau du choix des aliments, dans ce que je comprends, c'est vraiment de suivre ce que mangent les parents ou les éducateurs de l'enfant, et puis de voir l'enfant piocher, en fait, dans nos repas à nous, finalement, c'est ça ? C'est ça. Alors en fait, la diversification alimentaire menée par l'enfant a ce grand avantage de réduire un petit peu la préparation des temps de repas, puisqu'il n'y a pas forcément la compote à faire, et puis la purée sans le féculent, et puis la purée avec la viande, et puis la purée avec le féculent. Voilà, ça réduit un petit peu ce temps-là, puisqu'en fait, on va utiliser les aliments qu'on utilise, nous, pour notre préparation. Par exemple, si pour vous, vous faites des courgettes farcies, eh bien, ce sera tout à fait possible d'en proposer à l'enfant avec votre préparation. Par contre, vous allez juste le couper différemment. C'est-à-dire que vous allez vous faire des courgettes farcies dans ce plat-là. Puis sur la même plaque du four, vous allez prendre une demi-courgette que vous coupez en 4, vous mettez un petit peu d'huile, hop, et puis vous allez, avec la farce, je sais pas si vous avez mis de la viande par exemple, eh bien vous allez simplement faire 2 boulettes et les mettre à côté au four, et voilà. Et donc, vous utilisez les mêmes préparations. Là où on va demander de préparer autre chose, c'est si, par exemple, vous utilisez de l'alcool dans vos préparations, une sauce au vin, par exemple, vous ne mettrez pas la sauce. Oui. Mais vous proposez les mêmes aliments sans cette sauce en question. Et donc, ça permet vraiment aussi aux familles de retrouver cet instant convivial, de se dire, mais on partage la même chose. Et puis, l'enfant, ça va encore une fois éveiller sa curiosité, éveiller le lien social, et puis retrouver finalement tout cet intérêt du repas qui parfois peut être perdu ou un petit peu perdu lorsque on a une énorme charge mentale quand même liée au repas. Mais oui, clairement.
Et alors, qu'en est-il de, tu sais, je suis en train de penser aux injonctions de ce que peuvent entendre les enfants, quand ils sont un peu plus grands, hein, finis d'abord tes légumes, après tu auras ton dessert, tu vois, tout ce que nous, peut-être, nous avons entendu enfants, ou peut-être avons dit à nos enfants, hein, et c'est pas grave, hein, ça arrive, enfin, nous faisons du mieux que nous pouvons en tant que parents. Hein. Mais alors, qu'en penses-tu de ça ? Même si j'ai ma petite idée. Alors, déjà, de façon générale, que ce soit dans le cadre de la diversification alimentaire menée par l'enfant ou pas. Donc moi, avant d'être en libéral et d'exercer vraiment en tant qu'entrepreneuse, j'étais directrice de crèche. Et du coup, il y a toujours des projets qui sont mis en place, notamment autour des temps forts. Et le temps du repas fait partie des temps forts. Et puis fait partie des temps qui cristallisent beaucoup de choses en tant qu'être humain, que ce soit dans l'équipe ou par les parents. Et moi, dans toutes les crèches où j'ai été, j'ai mis en place le projet du plateau repas. C'est-à-dire que l'enfant avait la possibilité, en fonction de son développement, déjà de se servir, donc de choisir la quantité qu'il souhaitait. Évidemment, on l'accompagnait là-dedans. C'est-à-dire que quand on avait un enfant, parce que très vite, en fait, donc c'est plutôt chez le groupe des grands qu'on proposait de se servir. Donc c'est des enfants qui ont à partir de 18 mois en fonction du développement. Et donc déjà à cet âge-là, on a des enfants qui parfois ont un peu cette peur de manquer et qui ont tendance à se servir des montagnes de nourriture dans leur assiette. Et donc là, on va accompagner en disant, mais écoute, il y en a encore et il y en aura suffisamment. Donc, tu peux te servir quelques cuillères. Ah oui. Tu vois, je t'arrête parce que je me dis, déjà, il peut y avoir quelque chose de biaisé à ce moment-là. Oui, déjà. Ouais. Et très tôt, en fait. Très tôt, on va observer parfois des enfants qui vont un petit peu se remplir vite pour aller se servir avant que les copains mangent tout, entre guillemets. Donc là, on voit quand même qu'il y a cette intuitivité alimentaire qui peut déjà être brouillée. Et j'ai envie de dire que tout n'est pas perdu, évidemment. Et qu'on peut encore accompagner l'enfant et même l'adulte à ce sujet-là, sinon on n'aurait pas de travail, en fait. Donc... ça fait sens. Et oui, effectivement, on va quand même accompagner l'enfant vers des quantités plus justes, parce que quand même, on a une idée d'une quantité qui serait inadaptée pour l'enfant, sans qu'elle soit fermée, avec beaucoup de souplesse. Mais voilà, on va accompagner l'enfant là-dedans. Et donc, avec l'idée du plateau repas, c'est de se dire, l'enfant mange dans l'ordre qu'il veut. Et c'est assez fascinant en fait à observer, puisqu'on a des enfants qui sont déjà rangés dans les règles sociétales et qui vont commencer vraiment avec l'entrée, le plat, le dessert, et puis expliquer aux copains, mais non, mais t'as pas commencé par l'entrée. Et donc ça c'est assez drôle. Et puis on a des enfants qui vont vraiment soit commencer par le dessert ou pas, en fait. Souvent on a cette croyance que l'enfant va tout de suite commencer par le dessert. Et en fait, pas si fréquemment. Et puis quand l'enfant commence par le dessert, en fait il mange le reste, quoi. Oui, c'est ça. Il goûte le reste, ça veut pas dire qu'il finit forcément son assiette, mais il y a quand même une curiosité envers le reste. Donc cette croyance que commencer par le dessert, ça bloque le repas, en fait c'est déjà une fausse croyance. C'est une croyance que nous avons en tant qu'adultes, parce que nous avons peur que l'enfant ne mange pas suffisamment ou suffisamment bien. Et oui, ou qui replace le dessert qui est potentiellement sucré comme la récompense, tu vois, qui remet en fait... Ou comme quelque chose de diabolisé, en fait. Ou comme quelque chose de diabolisé. Si tu le mangeras que si t'as encore faim, ou quelque chose comme ça. C'est ça. Et si t'as pas faim pour le plat, t'as pas faim pour le dessert. C'est ça. Moi, perso, si j'ai plus faim pour des épinards, je peux avoir faim pour une danette, quoi. Mais il n'y a pas de problème avec ça. Ce qui vient me parler, dans la thérapie d'alimentation intuitive, on va parler de la satisfaction alimentaire, en fait, et nous pouvons ne plus forcément avoir faim, être rassasié ou être rassasié d'un aliment en particulier, mais de ne pas encore être satisfait et du coup d'avoir envie, besoin de manger cet autre type d'aliment. Et du coup, pour en revenir à l'enfant, comment ça peut s'adapter en famille, ce plateau repas ? Comment tu conseilles ça ? Comment tu accompagnes ça ? Alors, après, ça va aussi dépendre vraiment des codes de la famille, mais si c'est pas si important pour vous en termes de cadre sociétal, parce qu'il y a ça aussi, il y a vraiment une dimension culturelle qui se joue, et il y a des choses qui peuvent être très importantes parce qu'ils tiennent de notre identité culturelle, et donc je crois que c'est important de se dire que tant que c'est pas une injonction et que ça tient de l'identité,
en fait, on s'en fout, gardez-le. Moi, je prends l'exemple, je suis d'origine marocaine, je suis née en France, mais du coup, ma famille est d'origine marocaine. La grande majorité des plats, on les mange dans une seule et même assiette. Et donc, si on fait le parallèle avec la culture française, on est dans quelque chose de complètement différent. Oui. Et pour autant, il n'y a pas d'injonction à manger dans la même assiette. Oui. Mais c'est quelque chose qui fait partie de l'identité. Moi, personnellement, ça ne me viendrait pas à l'esprit d'aller dans ma famille et de me prendre une assiette à moi, quoi. Ça serait... je sais pas, ça me viendrait pas à l'esprit, ça serait hors cadre pour moi. Et pourtant, quand je vais au resto, je suis très contente, ou même chez moi, de me faire une petite entrée, un plat, un dessert, etc. Donc, je crois que déjà, c'est important de respecter la part d'identité culturelle qui vraiment est inhérente au repas. Et puis, si vous avez envie de favoriser justement le fait que l'enfant puisse explorer, le fait de sortir de ce cadre-là aussi, si c'est pas si important pour vous culturellement parlant, ou alors si vous vous rendez compte que cette règle de l'entrée, plat, dessert amène des tensions dans le repas, je vous invite effectivement à essayer le plateau repas. Alors nous, on utilisait des plateaux repas avec, vous savez, les petits compartiments là, comme dans les selfs, mais vous pouvez tout à fait utiliser une assiette ou plusieurs assiettes si ça vous dérange pour vous que les aliments puissent se toucher. Se mélanger. C'est ça. Donc l'idée, c'est surtout de proposer tout en même temps, tout simplement. C'est ça. Et donc là... souvent, quand on a intégré ces codes, entrée, plat, dessert, ça demande un lâcher prise. Il faut qu'on lâche prise, voilà. Il faut qu'on lâche prise et qu'on se dise que notre enfant n'est pas, et je mets des gros guillemets là, vous ne me voyez pas, mais n'est pas mal élevé s'il commence par son dessert. Oui. Et puis, votre enfant saura tout à fait bien s'habituer et s'alimenter aux règles de la société, quelle que soit la société d'ailleurs, parce que si vous l'emmenez en Inde, il y a fort à parier qu'en 3 jours, il sache déjà les codes de cette société, en tout cas au niveau alimentaire. Donc, déjà, faites confiance à votre enfant et puis à vous aussi dans cette capacité à s'adapter et à se dire qu'en fonction des situations, c'est pas parce qu'à la maison on fait pas comme ça qu'ailleurs il y aura pas possibilité de respecter certains codes sociaux. Complètement. Et puis après, allez-y quoi. Juste ça. Je crois que le plus important et le plus difficile aussi, c'est de travailler sur toutes ces croyances-là. Mon enfant va plus savoir ce que c'est une entrée, un plat, un dessert. Il va plus savoir faire en société. Et puis il va commencer par le dessert et il voudra rien manger après, etc. Ça. Il mangera plus que des desserts. Et c'est ça, toute sa vie, tout le temps. Toute sa vie. Mais tu vois, c'est aussi cette croyance que nous avons, nous, quand nous commençons ce processus d'alimentation intuitive, de ne plus manger, j'en parlais dans l'épisode qu'on a enregistré chez toi, qu'on va manger toute la journée du Nutella, en fait, on se laisse faire, en fait. Non, c'est pas du tout ce qui se passe. Et nous pouvons retravailler cette confiance chez nous, mais l'enfant, il a déjà, en fait, cette confiance-là. Donc, c'est vraiment tout ce défi de préserver ça chez lui, en fait. Mais qu'est-ce que c'est difficile pour nous, en tant que parents, adultes, de laisser cette confiance à l'enfant, en fait, et de sortir du contrôle, du coup. Bien sûr. Parce que, nous avons toutes ces peurs, en fait. C'est sûr, c'est ce qui est le plus difficile, je trouve, en tout cas. Oui, c'est ça, de travailler, nous, sur nos propres croyances. Oh, oui. Et d'ailleurs, là, nous parlons d'alimentation, mais pour tout ce qui concerne l'enfant, en fait, et l'éducation de l'enfant. Si tu devais, parce que je vois qu'on va bientôt se quitter, Rita, et alors j'ai 2 questions pour toi. La première, ce serait si tu as des ouvrages ou des ressources à nous conseiller sur ces questions-là. Et puis, si tu devais résumer, en fait, ou donner le ou les conseils les plus précieux, les plus importants pour les personnes qui nous écoutent là, qu'est-ce que ce serait ? Alors, déjà pour les ouvrages, très honnêtement, j'ai pas forcément d'ouvrages à vous conseiller, alors ni sur l'alimentation, ni sur la diversification alimentaire menée par l'enfant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a tout un tas de ressources que vous avez déjà, j'en suis persuadée, sur Internet, sur les blogs, sur les réseaux sociaux, etc. Et en fait, moi, ce que j'invite souvent les parents à faire, parce que... en fait, les outils, vous les avez très souvent, ou en tout cas, vous vous êtes documenté. Peut-être pas forcément sur la diversification alimentaire menée par l'enfant aujourd'hui, mais en tout cas, en ayant entendu parler de ce sujet, il y a fort à parier pour que vous puissiez aller vous documenter après. Et les livres sont assez accessibles. Et en fait, moi, dans mes accompagnements, j'essaye un maximum de faire sortir la tête des livres aux parents. Alors, non pas que j'ai pas envie de vous aider à vous instruire, mais je fais vraiment confiance à votre capacité à trouver les livres qui pourront vous plaire. Et il y en a des tas.
Oui. Donc vraiment, il y en a des tas. Une ressource qui peut être intéressante, c'est pas un livre, j'ai créé un épisode sur la diversification menée par l'enfant avec une autre professionnelle qui s'appelle Stéphanie Delalande, qui est éducatrice de jeunes enfants et qui a été formée avec des ergothérapeutes, avec des orthophonistes. Et puis dans cet épisode, elle explique vraiment comment, si vous le souhaitez, mettre en place cette diversification alimentaire menée par l'enfant de façon très pratico-pratique. Donc si ça vous intéresse, voilà, je vous invite à aller sur ma chaîne Parentali Clé pour l'écouter. Mais c'est important pour moi aujourd'hui de vraiment, et on débouche un peu sur cette deuxième question, de vraiment vous permettre de sortir la tête des livres et de vous-même vous aider à vous reconnecter à cette intuitivité, cette intuition de parents. Alors là, je sais que c'est un peu un gros mot que je dis, sujet, hein. et que c'est un peu flippant, surtout quand on est pris par des injonctions, par des angoisses, par des troubles, parfois, ou par des il faut de façon générale. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de vous dire en tant que parent, c'est que au fond, vous savez très bien, alors déjà ce qui est bon pour vous et ce qui est bon pour votre enfant. Ça ne veut pas dire que vous devez être seul dans votre processus de parentalité, ça ne veut pas dire que vous ne devez jamais vous documenter ou quoi que ce soit, mais ça veut dire que vous avez tout un tas de ressources en vous. On a tendance à capitaliser sur ce qu'on ne sait pas faire, sur ce qu'on ne connaît pas encore, sur les connaissances que nous n'avons pas encore, etc. Et c'est pour ça que je parie que les personnes qui seront intéressées par la DME vont très rapidement se documenter sur cette question, même si ce n'est pas dans un livre, ce sera sur un autre média. Et donc, déjà, cette ressource d'aller chercher de l'information, c'est une ressource qui est précieuse en fait. Et puis là où j'ai vraiment envie de vous inviter, c'est d'être beaucoup plus indulgent et bienveillant avec vous dans votre parentalité et puis dans votre développement en fait d'individu. C'est de se dire que les il faut, en fait, les il faut en France déjà ne seront pas les mêmes que les il faut en Afrique du Sud ou en Amérique du Sud ou au Vietnam. Donc ça veut pas forcément dire que ces il faut sont universels, et s'ils ne sont pas universels, ça veut dire qu'ils ne sont pas inhérents à la survie de notre espèce et donc qu'on peut faire autrement. Essayez de vous écouter. Je sais encore une fois que c'est pas facile. Essayez de vous écouter et d'aller questionner ces croyances. C'est intéressant, moi souvent je fais l'exercice de faites une liste des il faut qu'on vous a donné. Bon là par exemple par rapport à l'alimentation. C'est intéressant de faire une liste des il faut qu'on vous a toujours dit, que ce soit en tant qu'enfant, en tant qu'ado, en tant qu'adulte ou même en tant que parent. Et vous allez voir qu'il y a une sacrée liste de il faut. Et puis je vous invite à, alors soit si vous avez certaines connaissances là sur le sujet de l'alimentation intuitive ou même de la diversification alimentaire menée par l'enfant ou même en nutrition de façon générale, et de mettre plus d'objectivité dans ces il faut et de vraiment voir si ces croyances ce sont des faits scientifiques fondés, c'est-à-dire oui, il ne faut pas donner de cacahuètes à un enfant de 3 mois, oui, il faut, clairement, là oui. Ou alors c'est il faut manger entrée plat dessert, et là est-ce que vraiment il faut, ou est-ce que c'est quelque chose qui est inhérent à notre culture, etc. Et c'est ok, même si c'est important pour nous, mais de remettre de l'objectivité dans les réponses. Et en fait, ça permet d'être tout de suite beaucoup plus détendu, je dirais, même si c'est pas facile, beaucoup plus bienveillant avec soi, et puis de se dire que ces il faut, ils ne viennent pas de nulle part, mais que en fait, l'enfant dispose de tout un tas de compétences qu'on ne soupçonne pas. Et d'ailleurs, l'enfant dispose de tout un tas de compétences que nous n'avons plus. Parce qu'on s'en est complètement déconnecté. Et aujourd'hui, quand on revient à des pratiques comme la pleine conscience, comme ne serait-ce que le fait de les pratiques psychocorporelles, comme la sophrologie, le fait de respirer, le fait de marcher en conscience, le fait de juste se poser et de vivre dans l'instant présent, voyons comme c'est difficile pour nous de se poser, mais même 10 minutes dans l'instant présent, sans scroller notre téléphone, sans regarder notre montre, sans s'agiter, alors que l'enfant il fait ça très bien. Donc je dirais qu'en plus de l'indulgence et de la bienveillance, peut-être apportons un peu plus d'humilité dans notre place d'adulte, en nous disant que l'enfant a bien des compétences que nous n'avons plus et desquelles nous nous sommes déconnectés, qu'il est possible de retrouver si nous avons envie, effectivement, grâce à notamment la formidable plasticité cérébrale dont nous disposons. C'est tout à fait impossible de retrouver ces compétences-là, mais en tout cas, se dire que là, comme ça,
Aujourd'hui, nous pensons qu'en tant qu'adultes, comme nous avons le savoir intellectuel qui est beaucoup plus développé que celui de l'enfant, oui, c'est vrai, en fait, on a tendance à penser que nous sommes plus compétents, plus intelligents que l'enfant, alors qu'en réalité, c'est pas forcément le cas. L'enfant a des compétences et est doté d'une intelligence que nous n'avons plus aujourd'hui et sur laquelle nous avons besoin de travailler pour la retrouver. Donc, cette notion d'humilité, pour moi, c'est vraiment la porte vers la confiance, en fait, envers les compétences de l'enfant. Mais oui. Et c'est là que nous pouvons aussi nous dire que nos enfants nous apprennent tellement, en fait, en les observant, Et j'aime beaucoup ce que tu partages sur ces compétences qu'ils ont, que nous avons perdues, du coup, que nous pouvons... Mais du coup, retrouver grâce à leur enseignement à eux, quoi. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Bien sûr. Je te remercie beaucoup, Rita, pour être venue sur le podcast La pleine conscience du pouvoir, nous partager ta façon de voir les choses, de vivre les choses aussi dans l'accompagnement que tu proposes aux parents et aussi aux personnes adultes, mais nous avons plus particulièrement parlé des enfants aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Rita ? Alors, du coup, vous pouvez me retrouver sur mon site web. Du coup, peut-être que tu le mettras en description. Tout à fait. Voilà, mon site web, c'est lion-accompagnementfamille.fr. Mais du coup, voilà, vous pourrez le retrouver sur la description du podcast. Oui. Et puis, vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram. Donc, c'est mon nom et mon prénom, Rita Ezroura. Je mettrai le lien aussi. Ouais. Voilà. Et puis, sur le podcast Parentalité Clé, qui est un podcast qui, du coup, a pour grand objectif de rapprocher les parents vers plus de sérénité, plus de conscience dans leur parentalité pour se rapprocher d'une parentalité qui leur ressemble et vivre une parentalité plus épanouie. Et donc, Parentalité Clé, tout comme la pleine conscience du pouvoir, vous pouvez le retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, tout ça. Il est partout, voilà. Vous le trouverez facilement. Voilà, donc c'est un petit peu ici où vous pouvez me retrouver. Puis n'hésitez pas si vous avez besoin d'échanger, envie d'échanger. Je suis quand même présente pas mal sur Instagram, même si j'essaye de cadrer ma présence sur Instagram pour centrer mon énergie, notamment sur les accompagnements que je vous propose. Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous avez une question quelconque, que ce soit par rapport à l'alimentation de l'enfant, ou même la parentalité, ou même votre développement d'individu en général. Merci beaucoup, Rita. Encore une fois, merci. Merci infiniment. Je suis vraiment ravie de faire partie, comme je te disais, de cette aventure de la pleine conscience du pouvoir aujourd'hui. Oui, et du coup, merci à toi de m'avoir contactée la première, puisque c'est dans ce sens-là que ça s'est passé. Ouais. C'était une belle rencontre et encore aujourd'hui une belle rencontre. Et puis, nous allons vous laisser là pour cet épisode. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée si vous nous écoutez le soir. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir et n'hésitez pas, comme à votre habitude, à partager cet épisode autour de vous et puis à nous laisser une note 5 étoiles si votre plateforme le permet, un avis ou un commentaire sur le blog. C'est avec plaisir que je répondrai à vos commentaires, à vos messages. À très bientôt.